Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par un propos liminaire, des remerciements et des excuses. Des remerciements d'abord pour cette invitation et puis pour avoir ouvert ce type de manifestation à une matière qui finalement qu'on trouve peu et qu'on entend peu, c'est la tarification et le contentieux de la tarification. Et puis en corollaire des excuses parce que c'est pour une raison, c'est que c'est un peu compliqué la tarification, surtout à 14h. Donc merci de me proposer cette intervention juste après le repas. Alors, on m'a proposé un titre autour du financement à la tarification, évolution théorique et jurisprudentielle. Il se passe beaucoup de choses dans ce secteur en matière de tarification, c'est passionnant. Le choix que je fais, c'est d'essayer de vous démontrer qu'on essaie de réformer un truc et qu'il ne faut surtout pas le faire, et je vais essayer l'idée aussi, c'était de précéder l'intervention de M. Vacher, qui lui, dans le cadre d'un rapport dont je parlerai juste après, propose peut-être d'autres pistes. Même si l'objet de son rapport n'était pas effectivement de travailler sur la question de la tarification. Alors, cette question des réformes de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, on le sait, elle relève d'une logique statistique implacable. C'est-à-dire que à chaque fois que les pouvoirs publics considèrent, à tort ou à raison, qu'ils n'ont plus les moyens de leurs ambitions pour prendre en charge les personnes en situation de fragilité du fait de leur âge, de leur handicap, de leur exclusion sociale, etc., ces mêmes pouvoirs publics envisagent éventuellement une réforme plus ou moins profonde de la tarification au sens du Code de l'action sociale et famille. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, le rapport qui nous sera présenté dans le cadre de la prochaine intervention par M. Vacher apporte sur ce point des éléments assez intéressants, il me semblait important et il me tenait à cœur ici de les saluer. Alors c'est dans ce contexte d'ailleurs que la Direction Générale de la Cohésion Sociale a annoncé une réforme profonde de la tarification des établissements et services pour personnes en situation de handicap qui va durer 7 ans. Bon, c'est dire la lourdeur du chantier, en tout cas c'est comme ça que c'est annoncé, et sur ce sujet particulièrement sensible, il me semble qu'il importe d'être extrêmement prudent, dans la mesure où les déceptions de demain seraient sans doute pires que les regrets d'aujourd'hui. C'est une phrase de mon grand-père, je l'adore, donc je l'ai casé, il sera ravi. Parce que finalement, le corpus réglementaire, législatif et réglementaire sur lequel se fonde aujourd'hui la tarification sociale et médico-sociale n'est pas très vieux. Il date de, on le sait, d'octobre 2003, c'est le fameux décret du 22 octobre 2003, qui est codifié alors pour les névrosés aux articles R 314.1 à 204 du Code de l'action sur la famille. Il m'énerve ce micro. Qui est un corpus législatif et réglementaire qui a été depuis largement amendé par des décrets, des ordonnances, des lois de financement de sécurité sociale, des lois de finances, mais qui reste quand même une base solide. Solide d'abord, et puis surtout qui reste aussi ancré dans l'esprit et la lettre de la loi du 2 janvier 2002 dont on a salué il y a finalement assez peu de temps le 10e anniversaire. Et vu l'émotion que ça a suscité, le 10e anniversaire de la loi du 2 janvier 2002, on peut se penser que, y compris dans le paradigme de la tarification, là aussi les gens ont des raisons de s'en satisfaire. Alors ce décret budgétaire du 22 octobre 2003, il a été contesté très largement à sa sortie, pour des questions de fond et des questions de forme, je n'y reviens pas, vous vous en souvenez mieux que moi. Et il est toujours, aujourd'hui, extrêmement contesté, et de façon finalement assez paradoxale. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement, ce décret ? Généralement, quand on parcourt les colloques, quand on lit les bouquins à ce sujet, on constate qu'il y a 3 grandes critiques qui sont faites aujourd'hui à la tarification sociale et médico-sociale, et des critiques qui justifient, selon ses détracteurs, une réforme plus ou moins profonde de la tarification. 3 éléments, et je vais essayer de vous le démontrer, qui de mon point de vue ne tiennent pas vraiment. Et ce que je vous propose sur la méthodologie, c'est de les reprendre les uns après les autres, chacun des 3, et de voir si finalement on peut contester cette tarification sur ces motifs-là. Premier argument, on nous dit souvent que la tarification médico-sociale repose, alors je précise, oui, je vais essayer d'éclairer ça à la lumière de la jurisprudence du contentieux de la tarification, c'est-à-dire les tribunaux de première instance, les TITSS, tribunaux interrégionaux de tarification sanitaire et sociale. Il faut le savoir, c'est important, ça tombe à l'examen en général. Et puis en deuxième instance, il y a la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale. Rappelons que, sous le contrôle de Maître Pagès, qu'il s'agit d'un contentieux administratif spécialisé et que la 3e instance, c'est la cassation, et c'est le Conseil d'État. C'est ça ? Donc, premier argument qui est opposé souvent par les détracteurs de la tarification actuelle, c'est le fait que la tarification médico-sociale, je cite parce que je ne le pense pas, la tarification médico-sociale repose sur des coûts historiques, les fameux coûts historiques, aggravant année après année les inacceptables différences de traitement entre les différents établissements et services sociaux et médico-sociaux. Voilà la première grande critique qu'on fait traditionnellement à ce qu'est aujourd'hui la tarification médico-sociale. Alors c'est vrai
Et c'est incontestable que certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ont pu, au gré de leur histoire et à la faveur de tel ou tel soutien technique, soutien politique, ou alors afin de financer un projet qui était valablement reconnu comme étant intéressant et innovant, ont pu bénéficier de tarifs à un moment donné qui aujourd'hui sont assez peu compatibles avec la logique dite de convergence tarifaire sur laquelle je reviendrai juste après. Pour autant, moi je considère que l'argument n'est pas recevable. Pourquoi? L'irrecevabilité de cet argument repose sur une argumentation simple à mon avis. La notion de coût historique que l'administration conteste repose sur celle de taux directeur, que de fait elle conteste aussi. Pour autant, c'est elle, souvent, qui s'en prévalent, alors même que cette notion de taux directeur n'existe pas dans la réglementation. C'est d'autant plus paradoxal, d'ailleurs, je le dis qu'en droit, cette notion de taux directeur n'existe pas, et le juge de la tarification a, dans le cadre de nombreux éléments de jurisprudence, contesté cette notion de taux directeur en disant le taux directeur, ça n'existe pas. Ça veut dire que pour les gestionnaires que vous êtes, dans le cadre de la procédure contradictoire, alors hors ces pommes, bien sûr, hein, je prends le cas ordinaire, lorsque vous avez fait des propositions budgétaires et que l'administration vous répond j'ai bien pris note de vos propositions budgétaires, mon enveloppe augmente de 0,84%, vous aurez 0,84%, c'est pas légal. Tout simplement. C'est pas légal pour 3 raisons, nous dit le juge du tarif. Première raison, raisonner comme ça, c'est contraire au principe du contradictoire. Quand je demande de l'argent à mon autorité de tarification et qu'elle me répond moi j'ai 0,84, vous aurez 0,84, elle ne négocie pas. Non. Elle n'est pas dans le cadre d'une procédure contradictoire. Or, la réglementation actuelle sacralise encore, et de mon point de vue c'est heureux, la procédure contradictoire. Deuxième argument, l'application... Ah bon, voilà. Deuxième argument, l'application d'un taux directeur n'est pas prévue aux articles R314, 22 et 23, auxquels je vous renvoie du Code de l'action sur la famille, qui est l'article qui précise sur quel fondement l'administration peut mettre en œuvre ce que la réglementation appelle des propositions de modification. Alors c'est pudiquement dit, hein, proposition de modification, dans le secteur ça s'appelle des abattements, c'est un peu moins joli, c'est la même chose, hein, proposition de modification. Et relisez les articles R314, 22 et R314, 23, vous ne trouverez pas dans ces articles-là la notion de taux directeur. Il y a eu un débat, il y a une notion qui est celle de dépenses ne pouvant pas être prises en charge. Attention, ça renvoie à un autre article, l'article R314, 26, je me soigne, hein. R314-26, qui, lui, précise effectivement la liste des dépenses qu'on ne peut pas trouver dans un budget. Donc ce n'est pas des dépenses que l'administration ne peut pas prendre en charge parce qu'elle n'en a pas les moyens, ce sont des dépenses que l'administration ne peut pas prendre en charge parce qu'elle n'en a pas le droit. C'est par exemple les frais d'inhumation dans les maisons de retraite. Troisième argument qui préside à l'idée selon laquelle le taux directeur n'existe pas, eh bien c'est que ce taux directeur, l'administration, d'où elle le sort? Elle le sort d'une circulaire, qui elle-même est issue de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, les sous-ONDAM, etc., etc. Et Michel Lafourcade, ce matin, avait raison de dire qu'il y a de l'argent dans le secteur. Hein. Ça, c'est important de le dire. Hein. C'est-à-dire, effectivement, il le dit, mais j'insiste très largement, l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire cette évolution annuelle des dépenses d'assurance maladie, a encore augmenté cette année, alors que la croissance, ça n'a échappé à personne, est plutôt basse, a augmenté j'ai plus le chiffre en tête, je m'excuse, mais de près de 3%. On est dans cet ordre d'idée-là. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie a augmenté de 100% au cours des 15 dernières années. Quelle politique publique dans notre pays a eu une telle ambition? C'est important de se le dire aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai effectivement un discours qui peut paraître un peu abrupt vis-à-vis des autorités de tarification. Ne vous y trompez pas, je pense qu'effectivement, il y aurait aussi, à travers la tarification et le contentieux de la tarification, matière à mieux gérer les deniers publics. Mais il n'empêche que le juge du tarif, lui, c'est un imbécile, le juge du tarif, pardon de le dire, mais lui, il juge en droit, il ne juge pas en opportunité. C'est-à-dire que le juge, lui, du tarif, malheureusement aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, il n'a pas la capacité à déterminer si ou non l'argent est bien géré. Il a une réglementation, il est là pour l'appliquer. Et donc, troisième élément, l'application d'un taux directeur résulte d'une circulaire ou d'un rapport d'orientation budgétaire non opposable en droit, en rappelant que, effectivement, une circulaire n'est pas un texte de loi, elle n'est pas opposable du tout au gestionnaire, qui peut en faire ce qu'il veut. Alors, il y a peut-être un débat à venir sur le rapport d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que là, je vois bien qu'il y a de la matière à jurisprudence du contentieux de la tarification. En tout cas, moi, là, j'interviens en tant que membre de la Cour nationale, et en Cour nationale, nous n'avons pas eu à juger ça, et à ma connaissance, un tribunal interrégional n'a pas eu encore à juger de cette question-là. Mais on pressent, on peut pressentir, puisqu'on est là aussi pour parler des évolutions, on peut pressentir effectivement que
les autorités et l'administration auraient, en tout cas à mon avis, auraient intérêt à faire de ce rapport d'orientation budgétaire un document un peu plus solide, lui permettant de se reposer dessus pour éventuellement imposer un taux directeur, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, je précise aussi que je ne suis pas un intégriste du contentieux de la tarification. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui considèrent que le contentieux de la tarification doit rester un acte anormal de gestion. Je considère néanmoins aussi qu'on est dans un état de droit, et que dans un état de droit, il est tout à fait normal qu'à partir d'un moment où la négociation a échoué, on fasse intervenir quelqu'un de neutre et d'expert sur ces questions-là qui puisse trancher. Alors, toute l'ambiguïté d'ailleurs, c'est que cette notion, dans le cas des négociations budgétaires, mais vous savez ça mieux que moi, enfin au moins autant, parce que je dirige aussi des établissements, donc je suis soumis à ces questions-là au quotidien, la notion de taux directeur est souvent ramenée à la notion d'enveloppe limitative. C'est-à-dire tout est lié, c'est-à-dire c'était le schéma de tout à l'heure, coût historique, taux directeur, enveloppe limitative. C'est le triptyque infernal. Alors, là encore, l'autorité de tarification souvent, alors précisons, pardon, l'enveloppe limitative, ça existe en droit. Le taux directeur n'existe pas en droit, mais l'enveloppe limitative, ça existe. Et c'est prévu à l'article R314-22 du Code de l'action sociale et des familles, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais là encore, c'est là que le juge du tarif est utile, là encore, l'autorité de tarification manque souvent de prudence dans l'utilisation de ce concept d'enveloppe limitative, et le juge du tarif aujourd'hui, il est très pointilleux sur cette notion. Alors, certes, le temps où le juge du tarif n'admettait les abattements pratiqués qu'au motif du caractère injustifié ou visiblement excessif des propositions budgétaires, autrement dit, le juge acceptait que l'administration vous procède à des abattements sur vos budgets dès lors que vous ne justifiez pas vos demandes ou qu'elles étaient clairement excessives, donc ce temps est révolu. L'administration aujourd'hui a beaucoup plus d'outils dans sa boîte à outils pour proposer des modifications, autrement dit, vous imposer des abattements. Néanmoins, le juge du tarif reste très vigilant sur cette notion d'enveloppe limitative, en reconnaissant que les abattements peuvent aussi être fondés sur l'incompatibilité des demandes avec le caractère limitatif de la dotation. C'est une décision de la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale qui date de juin 2010, assez récente. Sous réserve néanmoins que la preuve de cette incompatibilité soit rapportée par l'autorité de tarification. Ça, c'est une autre décision de la Cour nationale qui, elle, date de mars 2009. En suivant ça, cette preuve, toutefois, ne peut résulter du seul constat que l'intégralité des crédits de la dotation a été allouée par le tarificateur. Je vais expliquer en français tout ce que ça veut dire, tout ça. C'est une décision de décembre 2010. Tout ça dans un contexte où il appartient en effet à ce dernier d'établir en quoi la prévision budgétaire abattue rendait le dépassement de la dotation inéluctable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la jurisprudence, oui, une autorité de tarification peut, sur le seul fondement de l'enveloppe limitative, éventuellement justifier un abattement. Mais, en gros, elle doit, dans ce cadre-là, démontrer que c'est à cause de cet établissement-là qu'elle dépasse son enveloppe. C'est le fruit de ce qu'on appelle la jurisprudence ARH Île-de-France contre Hôpital Franco-Britannique. Ce qui est, vous l'avez compris, intellectuellement quasi impossible, sauf à considérer que l'établissement lui-même a à lui tout seul dépassé l'enveloppe. Voilà, l'état de la jurisprudence est là, et donc je vous invite à relire vos arrêtés de tarification et vos rapports d'orientation budgétaire et à revoir cette notion d'autodirecteur sur ce sujet. En conclusion sur ce premier argument, et c'est tout le paradoxe, c'est qu'en appliquant aux procédures budgétaires une notion qui n'est pas prévue par la loi, c'est le taux directeur, ou qui est prévue mais mal appliquée, c'est l'enveloppe limitative, les autorités de tarification se trouvent elles-mêmes prises au piège des coûts historiques, et c'est sur le fondement de ces coûts historiques que les mêmes autorités de tarification nous disent qu'il faut réformer la tarification. Il y a là, à mon avis, un premier paradoxe qu'il me semblait utile de lever. Second argument, la tarification est une tarification a posteriori. Ça, on l'entend souvent aussi, c'est vrai d'ailleurs. Et cet argument consiste à se considérer souvent que les autorités de tarification sont souvent donc mises devant le fait accompli lorsqu'un compte administratif leur est adressé au plus tard le 30 avril de l'année N+1, je vous le rappelle, avec maintenant des sanctions lourdes si vous ne respectez pas cette date, même si le compte administratif n'est pas un acte administratif, c'est un faux ami. Donc, le compte administratif est adressé à l'autorité de tarification le 30 avril, il présente un déficit, et le gestionnaire dit à l'autorité de tarification, c'est cadeau, c'est pour vous, vous n'avez qu'à le reprendre. Et on peut comprendre très largement l'autorité de tarification, qui se trouve un peu violentée dans cette affaire, puisqu'elle n'a rien demandé à personne, elle a fixé un tarif, le tarif est dépassé, c'est pour ça qu'il y a un déficit administratif, et on lui explique tout simplement qu'il faut le reprendre. Alors,
Là encore, de mon point de vue, il s'agit d'un argument contestable, dans la mesure où ce type de situation, qui est certes fréquent et que je suis le premier à considérer comme étant regrettable, il me semble, moi, que les articles R314, 49 à 55 du Code de l'action sociale et famille donnent des outils à l'autorité de tarification pour régler ces questions. Deux points à ce titre méritent, à mon avis, d'être développés. Le premier point, c'est le fait que dans ce contexte, l'autorité de tarification a finalement tout intérêt à fixer la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, sous leurs compétences bien sûr, dès que possible. C'est-à-dire vite. C'est-à-dire au plus tard, 60 jours après la publication au journal officiel, par exemple, des enveloppes limitatives régionales répartissant, issues de la loi de finances lorsque je relève d'un ESAT, ou issues de la loi de financement de sécurité sociale lorsque je relève d'une masse ou d'un foyer d'accueil mécanisé, par exemple. Et ça renvoie à la question des arrêtés tardifs. C'est-à-dire que oui, l'administration a raison d'être en colère lorsque, à la fin de l'année ou en N+1, on lui soumet un compte administratif déficitaire et qu'on lui dit de le reprendre. Mais souvent, quand même, souvent, pas toujours. Souvent, ce compte administratif, il est déficitaire aussi parce que le gestionnaire n'a pas pu gérer valablement sa boutique parce qu'il a reçu son arrêté trop tardivement et que lui-même, à la fin de l'année, il se retrouvait avec un arrêté qui était largement insuffisant, en tout cas en décalage total avec ce qu'il avait demandé. Si cet arrêté, peut-être, on peut l'imaginer, s'il l'avait reçu en mars ou avril, il aurait pu bâtir un budget exécutoire beaucoup plus tôt, et un budget exécutoire équilibré, bien sûr, comme le prévoit la réglementation, un peu moins tardif, lui aurait permis, peut-être, s'il est compétent, ce qui n'est pas le cas de tous les gestionnaires, il faut aussi le dire, ça lui aurait permis, effectivement, d'être en meilleure situation de gestion. Donc il apparaît quand même clairement que, oui, on a un problème avec cette question-là, mais que souvent, l'origine de cette affaire, ce sont les arrêtés tardifs, et que l'administration, pour le coup, est assez liée à cette logique d'arrêté tardif, puisque c'est elle qui les prend, hein, il faut le rappeler. Second point, sur cette question-là, l'importance de l'article R314 ou 52 du Code de l'action sur la famille, qui est, de mon point de vue, le véritable danger pour le gestionnaire dans le cadre de la réglementation touchant à la tarification médico-sociale. Le pouvoir de réformation du résultat. C'est quoi ce pouvoir? C'est le cas où, à la réception du compte après ça. Ah, on l'a rien, désolé. Dans le cas d'un compte administratif, où à sa réception, l'administration est en droit, et elle a raison de prendre ce droit, de réformer le résultat, c'est-à-dire de prendre acte du résultat, mais de, grosso modo, faire son marché dans ce résultat, c'est-à-dire en exclure un certain nombre de dépenses qui lui paraissent, valablement, hors de proportion, ou injustifiées, ou hors de proportion avec le service rendu. Et là, vous êtes le gestionnaire, la dépense, elle a été faite. Hein. Je rappelle, on est en N+1. Hein. Donc l'arrêté comptable a été fait au 31 décembre de l'année N. Et l'administration, et elle est en droit de le faire, et je trouve qu'elle ne le fait pas assez d'ailleurs, elle va effectivement réformer le résultat, c'est-à-dire retravailler le résultat et dire, ben voilà, que dans un résultat de 100 000 euros objectivement réalisé, eh bien, il y a 50 000 euros qui relèvent d'une dépense qui n'avait pas lieu d'être. Donc le résultat n'est pas de moins 100 000 euros, il est de moins 50 000 euros. On a des cas où des gestionnaires pensaient être en déficit, et suite à la mise en œuvre du pouvoir de réformation de résultats, à qui l'administration a dit, non, vous n'êtes pas en déficit, vous êtes en excédent. Et je vous reprends l'excédent d'ailleurs. Hein? On a eu ces cas-là, et c'est légal. C'est légal. Donc dans ce contexte, quand même, il faut repositionner les choses. Certes, c'est ce que je disais en introduction sur ce second argument, l'administration se sent en difficulté et prise au piège dès lors qu'elle voit arriver au 30 avril de l'année N+1 des comptes administratifs déficitaires avec une sorte d'injonction de la part du gestionnaire de reprendre le résultat. Relativisons les choses. D'abord, si on avait des arrêtés moins tardifs, peut-être que ces solutions arriveraient moins souvent. Et deuxièmement, n'oublions pas que celui qui a le vrai pouvoir dans cette affaire, en tout cas sur la question des comptes administratifs, c'est bien l'autorité de tarification en vertu de l'article R314-52 sur le mécanisme de réformation. Je vous invite à le relire avec beaucoup d'intérêt. Troisième argument, la tarification actuelle ne permet pas une véritable intelligibilité des coûts. Alors, cette question-là, c'est celle de l'instauration et de l'exploitation surtout des tableaux de bord constitués des fameux indicateurs médico-socio-économiques. Là encore, de mon point de vue, le Code de l'action sociale et famille, dans sa partie réglementaire touchant à la tarification, article R314 28 à 33, 6 articles, est très clair et donne des outils extrêmement intéressants à l'administration. L'objectif de ces 6 articles, il est double. Il est de façon ascendante d'abord
permettre des comparaisons entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux, par la publication de résultats consolidés, agrégés au niveau départemental, régional et national. Et puis, de façon descendante, il s'agit aussi de structurer la négociation budgétaire et de la faire reposer sur des éléments objectifs, tant quantitativement que qualitativement, et connus à l'avance. Et c'est là que le bas blesse, puisque les mêmes qui considèrent que la réglementation actuelle relative à la tarification ne leur permet pas de disposer de systèmes d'information fiables, sont ceux finalement qui, depuis 2009, ont un peu abandonné le traitement et l'exploitation de ces tableaux de bord prévus par la réglementation, parce que les gestionnaires, eux, ils remplissent les éléments. La question d'ailleurs qu'ils se posent souvent, c'est qu'est-ce qui en est fait? À quoi ça sert? Et là, effectivement, dans un contexte où, à ce stade, pour l'instant, l'ANAP, les travaux de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, donc l'ANAP bosse, elle bosse bien d'ailleurs, je trouve que les travaux de l'ANAP sont particulièrement intéressants. L'ANAP avance, pour l'instant, les travaux de l'ANAP n'ont pas de véritable valeur juridique. On peut penser que ça va venir. Il ne faut pas être un grand de même pour se dire qu'effectivement, les recommandations de l'ANAP vont prendre un peu plus de force, et de mon point de vue, sur le fond, ça me paraît assez légitime. Mais d'ici là, et depuis 2009, les autorités de tarification se seront, par leur propre inaction à ce sujet, privées d'un dispositif qui leur permettait, un dispositif pertinent et équilibré d'intelligibilité des coûts. Et ce constat, d'ailleurs, a été pointé par le rapport IGAS-IGF, coproduit par M. Vachet, selon des modalités qui font directement le lien avec la question du contentieux de la tarification, objet de mon intervention, puisque je me permets de citer le rapport qui précise que l'exploitation de ces indicateurs et leur publication nationale par arrêté tel que prévu à l'article R314-29 du Code de l'action sur les familles a été interrompue par la DGCS à compter de 2009. Privant ainsi les autorités de tarification d'une référence permettant de justifier des abattements sur la base prévue à l'article R314-22, on en a parlé de cela, ce qui fragilise leur position en cas de contentieux de la tarification. Tout est dit. Mais là encore, il est vrai que les autorités de tarification manquent d'outils, mais il est vrai que la réglementation actuelle leur donne les outils. Et pour le coup, de mon point de vue, ça n'est pas un fondement sur la base duquel on peut changer la tarification, et on doit changer la tarification. Car en effet, le juge du tarif donne... Alors, le juge du tarif, lui, il a déjà été saisi sur ces éléments de comparaison de coûts entre établissements. Et là aussi, il donne son avis en considérant que si les prévisions budgétaires peuvent être abattues au terme d'une comparaison des coûts à la place d'une structure à l'autre dans la même catégorie au sens de l'article L312.1 du Code de l'action sociale et de la famille, voilà, c'est un arrêt de la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale de mars 2009. Encore faut-il, nous dit le juge, qu'il soit démontré que les établissements et services médico-sociaux pris en comparaison délivrent effectivement des prestations comparables. Et c'est une jurisprudence qui date de novembre 2009. Alors, vous voyez bien que là, le juge, il renvoie à l'administration sa capacité à démontrer que ce qu'il compare, c'est comparable, et l'administration, elle a, pour ce faire, besoin de systèmes d'information qui tiennent la route. Et aujourd'hui, elle est en incapacité de le faire, et le danger serait qu'elle nous dise « donc il faut réformer la tarification ». Non, la tarification aujourd'hui prévoit 6 articles qui permettraient à l'administration d'utiliser effectivement ces éléments de comparaison de coûts. Alors, tous ces éléments-là, parce qu'il faut que j'arrête, tous ces éléments-là ne signifient bien sûr pas qu'il ne faut pas réformer la tarification médico-sociale. Cette tarification médico-sociale, elle est évidemment imparfaite. Et d'ailleurs, de mon point de vue, que l'on réforme la tarification médico-sociale au motif qu'au terme de son application pleine et entière, elle ne satisfait pas, ou plus d'ailleurs, aux contraintes des politiques publiques, me paraît totalement entendable. Mais à l'inverse, qu'on justifie d'une réforme de la réglementation sur le fondement de motifs, j'en ai pointé 3, il y en a d'autres, dont j'ai essayé de vous démontrer qu'en fait, il démontrait d'abord qu'on n'appliquait pas la réglementation, me paraît un peu plus contestable intellectuellement. Plus encore d'ailleurs, et c'est là qu'il faut, à mon avis, saluer une fois de plus le rapport Vachet qui va nous être présenté tout à l'heure. La question, de mon point de vue, est moins celle de la tarification que celle nécessitant un réel débat démocratique, et je pense qu'on ne va pas tarder à l'avoir, du type d'accompagnement que notre société souhaite proposer aux personnes fragiles et les moyens qu'on veut mettre en œuvre pour ce faire. Preuve, s'il était nécessaire, qu'il est primordial de toujours réformer la pensée avant de penser la réforme. Je vous remercie.